sur Europe 13h, dernière partie avec vous, Céline Géraud, et à vos côtés, l'ancien juge d'instruction Georges Fenech, le journaliste politique à Valeurs Actuelles Victor Hérault, et avec nous aussi William Molinier, chef du service police-justice d'Europe 1. Et on poursuit les débats et j'avais envie évidemment de revenir aussi sur l'affaire du petit Émile. On espérait que le mystère de la mort de ce petit garçon soit enfin résolu, mais finalement les gardes à vue des grands-parents et d'un oncle et de la tante du garçonnet ont été levés sans poursuite. En revanche, on sait que les enquêteurs ont progressé sur un point. Écoutez le procureur d'Aix-en-Provence ce matin, Jean-Luc Blanchon. Les conclusions de ces expertises, réalisées sur une durée de plusieurs mois, permettent désormais de considérer que les vêtements et les ossements retrouvés ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Permettent aussi d'affirmer que le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt. Permettent de considérer l'hypothèse que le corps n'est pas demeuré au même endroit et dans le même biotope au cours du processus de décomposition et qu'il n'a pas été enfoui. Et enfin, de caractériser la présence sur le crâne découvert de stigmates anatomiques évocateurs d'un traumatisme facial violent. Jean-Luc Blanchon, le procureur d'Aix-en-Provence ce matin. Alors pour comprendre cette nouvelle étape dans l'enquête sur ce drame, on est avec vous, William Molinier, spécialiste de justice à Europe 1, et Georges Fenech. Vous avez été, je le rappelle, magistrat et juge d'instruction. C'est à la fois une grande avancée et en même temps le mystère reste entier sur la mort du petit Émile. Oui, le mystère reste entier, notamment sur la partie homicide, parce qu'en fait, cette conférence du procureur de la République nous a appris. Je pense que là aujourd'hui, on est assez fixé là-dessus. Sur la partie recel, il apparaît évident. Recel de cadavre, que le corps a été transporté, déplacé. Donc une intervention d'un tiers. L'intervention d'un tiers, ça, le procureur de la République donne des éléments objectifs d'enquête là-dessus. En revanche, sur le volet homicide volontaire, il n'y a aucun élément, en tout cas livré à la connaissance du public, qui permet de dire que c'est un homicide volontaire. Ça peut aussi très bien être accidentel. Facial, dit-il, mais ça peut être une chute, effectivement. C'est pas forcément causé par l'action d'un tiers, justement. Sur le fait que les gardes à vue aient été levés, est-ce que ça signifie que le parquet a considéré que le juge d'instruction ne serait pas convaincu par les éléments des auditions ? Très certainement. Non, ça c'est pas possible, pardon Céline. Allez-y, Georges Fenech. C'est pas au parquet à décider de présentation devant le juge. Rapprochez-vous. Ça n'est pas au parquet à décider de la présentation des gardés à vue. J'ai entendu beaucoup d'erreurs de procédure ce matin sur d'autres antennes. C'est-à-dire que c'est le juge d'instruction qui est le patron et le seul patron. Pourquoi vous voyez le procureur ? Parce que lui a le droit de faire des communiqués. Donc il est en contact avec le juge. Le procureur ne donne aucune instruction aux gendarmes, par exemple, dans cette affaire. C'est le juge. Donc c'est le juge qui a décidé de mettre fin à la garde à vue et de ne pas lui déférer les gardés à vue. Pourquoi ? Ça n'est pas le procureur. Le procureur n'intervient plus. Pourquoi, selon vous, a-t-il décidé ? Parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments, ça vient d'être dit, pour leur notifier une mise en examen. Il y a pu y avoir une suspicion, la garde à vue avait pour objet de crever l'abcès et d'essayer de retrouver effectivement des contradictions par rapport aux multiples constatations qui ont été faites. Malheureusement, de toute évidence, ils n'y sont pas arrivés. C'est des choses qui arrivent, ça n'est pas un échec, c'est une avancée quand même, ça a été rappelé. On sait qu'il y a l'intervention d'un tiers déjà, ça c'est une chose, mais pour l'instant le mystère reste entier. Ouais, une avancée. Une avancée dans la stratégie d'enquête des gendarmes, dont on sait que les gendarmes ont une stratégie d'enquête qui repose beaucoup dans la méthode des gendarmes en police judiciaire. Et elle était spectaculaire pour le coup là. Cette culture de l'aveu, c'est-à-dire que de l'aveu qui est la preuve formelle, Et c'est ce qu'ils sont allés chercher. En revanche, visiblement, ils ne l'ont pas trouvé pendant le temps de la garde à vue. Moi, c'est une hypothèse que je soulève. Est-ce que il n'y a pas eu une lecture différente du dossier entre le juge d'instruction et les gendarmes, entre les juges d'instruction qui ont, à un moment donné, il a fallu fermer cette porte, donc placement en garde à vue. Les gendarmes ont cru qu'ils allaient pouvoir sortir un aveu, ou en tout cas préciser et montrer des failles dans les déclarations des uns et des autres, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et donc, le juge d'instruction leur dit, écoutez, très bien, mais je ne peux pas les mettre en examen. Oui, mais ça veut pas dire, William, ça veut pas
pas dire qu'il y a une différence de point de vue. Au contraire, il y a de lecture. Je parle pas. Au contraire, je pense qu'il y a eu une unicité de lecture entre les enquêteurs qui, je le rappelle, travaillent sur commission rogatoire du juge. Tout ce qu'ils font, c'est sur délégation du juge. Et donc, ils rendent compte pratiquement heure par heure dans une affaire de ce type au juge d'instruction. Et ensuite, ils font une analyse. Est-ce qu'on a suffisamment d'éléments ou pas? Je vois pas le juge dire attendez, votre enquête tient pas. Non, je pense que les gendarmes qui en plus sont extrêmement très professionnels, les gendarmes, attention, ils sont jamais dans un conflit, jamais eu de conflit quand j'étais à l'instruction avec des gendarmes. Mais qu'est-ce qui pourrait provoquer de nouvelles gardes à vue, Georges Fenech? Alors là, moi je suis assez pessimiste, je dois vous dire ce matin. Je suis assez pessimiste, oui. Je sais pas si un jour on aura... c'est dur de dire ça. La vérité, regardez dans l'affaire Grégory, on n'en sait toujours rien. Sauf dans l'affaire Grégory, on sait qu'il a été tué, l'enfant. On l'a retrouvé avec les... Alors que là, on en sait plus sur ce qui s'est passé après la mort qu'avant la mort. Voilà. Oui, on ne sait pas si c'est un accident, si c'est peut-être une correction qui a mal tourné, on a voulu faire disparaître les traces et le corps, si c'est un crime volontaire, on n'en sait rien. Ce qu'il faut maintenant espérer, c'est ce qui s'est passé dans l'affaire Nordal-Lelandais, la petite Maëlys, c'est-à-dire que malgré ces dénégations, on a fini par retrouver une petite trace de goutte de sang dans le coffre de sa voiture de la petite Maëlys. Et là, il était coincé. Actuellement, il y a des expertises ils sont en train de passer. Qui sont toujours en cours, d'ailleurs, le procureur l'a rappelé, concernant le véhicule et le van. S'il y avait le miracle, c'est-à-dire vraiment on trouve la petite trace, là, il y aura une avancée significative. Victor Hérault. L'hypothèse qu'effleure Georges Fenech est celle qui m'inquiète le plus. Le scénario où l'on n'a jamais le fin mot de cette histoire et où on a jeté, pardonnez-moi, en pâture à la vindicte publique, comme dans l'affaire du petit Grégory, par exemple, la famille Villemain, notamment la mère. Ça, c'est le scénario qui m'inquiète davantage, puisque c'est celui d'un drame par-dessus le drame de la mort du petit Émile. Le procureur qui a d'ailleurs dit que la piste familiale n'était pas refermée. Oui, et elle ne l'est pas aux yeux de la justice. Aux yeux du public, c'est tout à fait autre chose. William Molinier, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup d'incertitudes. Et rien, finalement, ils sont relâchés, mais ils peuvent à nouveau être entendus. Oui, absolument. Je crois qu'il reste entre 2 et 4 heures de garde à vue, de temps de garde à vue. Alors, vous n'allez pas faire des miracles entre 2 et 4 heures de garde à vue. En revanche, effectivement, s'il y avait de nouveaux éléments qui apparaissaient dans l'enquête, notamment ce que vous disiez sur des traces ADN ou des preuves objectives, il passerait vraisemblablement directement devant les juges d'instruction pour éventuellement une mise en examen. Mais maintenant, si effectivement il y a des éléments nouveaux, le juge délivre un mandat d'amener. Et c'est au juge, et il peut les entendre tant qu'il veut aussi. Et à disposition, dans son cabinet. Avec une police scientifique très pointue. On a entendu... c'est l'IRCGN, en fait, c'est les experts gendarmes à Pontoise qui sont vraiment le haut du spectre de l'enquête scientifique. En fait, vous avez toute une panoplie de spécialistes qui vont avec les insectes, Et aujourd'hui, ce sont les seuls éléments certains qu'on a dans cette enquête, ce sont les éléments scientifiques concernant le t-shirt, les éléments qui ont été prélevés. On a ça, on a aussi quand même les déclarations des témoins, c'est-à-dire que vous avez 280 témoins qui ont été entendus, là vous avez 4 gardes à vue, tout ça, ça va rester dans le dossier, et à la moindre distorsion, dissonance de récit, évidemment, ça va être des brèches dans lesquelles les enquêteurs vont pouvoir se loger, aller à nouveau peut-être confronter des témoins entre eux pour préciser les choses. Georges Fenech. Que vous dire de plus? Il faut quand même garder l'espoir. C'est une affaire qui a bouleversé la France entière et qui continue, avec une chape de plomb, une énigme terrible. Et on a besoin de savoir ce petit visage d'ange, est-ce qu'il a été tué ou pas, et dans quelles circonstances. Donc les enquêteurs ne lâcheront pas. C'est loin d'être un cold case. Les enquêteurs, vous avez vu le travail considérable qu'ils ont fait. Dans l'affaire du Grélé, il faut espérer que les expertises parlent. Voilà. Dans l'affaire du Grélé, par exemple, ou de Fourniret, on a vu des enquêtes se résoudre bien après. Vous avez actuellement un centre qui a ouvert, qui est le pôle Cold Case de Nanterre. C'est nouveau. Vous avez des juges d'instruction et des procureurs qui ne font que ça. Ils ont à peu près 200 dossiers qui ne travaillaient plus ailleurs. On les a rassemblés à Nanterre. Ils ne travaillent que sur des anciennes affaires et ils sont en train d'en élucider. Il faut voir des affaires vieilles de 20 ans. Donc, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, notamment sur les traces, les odeurs, les voix, tout ce qu'on est capable de faire avec l'intelligence artificielle,
permettent de résoudre de très très vieilles affaires. Et des écoutes téléphoniques, William Molinier, on sait qu'il y en a eu dans cette enquête. Est-ce qu'elles vont pouvoir se poursuivre ? Oui, bien sûr. Évidemment que les écoutes téléphoniques peuvent se poursuivre. Moi, je trouve qu'il y a un mystère vraiment, une question moi qui me taraude depuis le début de cette affaire, depuis quelques mois, c'est pourquoi les ossements sont réapparus. Pas de corps, pas de crime, pas de tueur. Voilà. Pourquoi, si tant est que le tueur est celui qui a gardé le corps, pourquoi est-ce qu'il l'aurait... Pour faire croire l'accident. Après la mise en situation, je le rappelle, sur place. Ouais. C'est-à-dire que l'enfant serait perdu. Et serait mort, voilà. Pour nous égarer les pistes, quoi. Ouais. C'est possible. Ouais. Oui. C'est une probabilité. On ne sait pas. Et il y a plusieurs zones d'ombre. Il y a aussi la mort de ce prêtre, de ce qui s'est suicidé à la chapelle où avait été baptisé le petit Émile. En tout cas, c'est un lien au moins indirect, puisque c'est suite à la remise de photos à Paris Match par le prêtre qu'il y a eu une querelle entre le grand-père et le prêtre, que le prêtre a été retiré de sa paroisse par l'évêché, et donc ça aboutit à... Voilà. Et il a mis fin à ses jours le lendemain de la saisie de la fameuse jardinière qui était située non loin de l'église. A été quand même assez clair là, sur ce sujet. Oui, C'est-à-dire qu'il ne fait aucun lien entre ces deux faits. Mais évidemment, c'est troublant. Ouais. T'as raison. Bon, en tout cas, voilà, le mystère s'épaissit et on suivra ça sur Europe 1, bien sûr.